Nous avons des nouvelles sur l'arrestation de Kémy Séba, car dans une vidéo sur la page Facebook de Kémy Séba en question, l'avocat Juan Branco a précisé les raisons pour lesquelles l'activiste panafricain a été arrêté lundi. Écoutons-le attentivement. Merci d'être venu. On est aujourd'hui face à une situation extraordinairement inquiétante où un homme, capable d'avoir écrit et parlé, d'avoir tenu des discours et écrit des ouvrages, Kémy Séba, fait face à 30 ans de prison en France, du fait de poursuites qui sont mises en œuvre à son encontre par l'État français, en représailles de son engagement contre le néocolonialisme et contre les abus que les régimes france-africains produisent, notamment en Afrique de l'Ouest. Kémy Séba est une personne qui est engagée depuis 30 ans dans un combat qui refuse toute forme de violence de façon explicite, mais aussi dans évidemment ses actions, et qui a toujours utilisé les instruments démocratiques, que ce soit l'expression publique, la manifestation, pour faire entendre ses idées. Et je dis sans aucune exagération, il fait l'objet d'une persécution extraordinaire de ce fait. Il a d'abord eu droit à des arrestations nombreuses et multiples sur le continent ouest africain par des régimes croupions, potentats, qui servaient les intérêts de la France, au détriment des populations africaines. Il a ensuite, du fait de cet engagement, fait l'objet d'une privation, d'un retrait de sa nationalité, dans le cadre d'une disposition qui avait été créée par Édouard Daladier, président du Conseil sur la Troisième République coloniale, qui avait signé les accords de Munich et créé les camps dans lesquels des juifs, des résistants seraient enfermés. Donc une disposition évidemment inique, héritière des dispositifs coloniaux sur évidemment l'indigénat et les doubles statuts, triples statuts que l'on crée selon la couleur de peau, selon l'origine, et que l'on a utilisé pour la première fois contre quelqu'un du fait de ses idées, du fait de son engagement, du fait de ses paroles. Ce retrait de nationalité a utilisé une disposition qui n'avait pas été utilisée depuis les années 60. Ça faisait, et qui a été utilisée en tout une dizaine de fois maximum. Il n'y avait pas de jurisprudence quand on a étudié. Kémy Séba a refusé de plier, a refusé de quémander quoi que ce soit. Il a accepté le geste, il a répondu de façon très symbolique et transparente en brûlant son passeport, tout le monde l'a vu, et il a continué à défendre les causes qu'il défend depuis qu'il a 20 ans. Cet homme aujourd'hui est donc dans les géoles de la DGSI, des services de renseignement de ce pays, au moins 4, dans des conditions qui ne sont pas agréables comme vous pouvez l'imaginer, privé de liberté selon moi de façon arbitraire depuis 48 heures. Cela pourrait être prolongé jusqu'à 96 heures avant qu'il soit présenté au juge et donc poursuivi pour des faits criminels qui lui font courir 30 ans de prison, à savoir intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des actes d'agression, d'hostilité à l'égard de la France et d'atteindre aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est une disposition qui est issue du code militaire, donc qui a vocation à s'appliquer à des militaires, à des hauts fonctionnaires, à des personnes qui, dans le passé ça a été vu, qui ont volé des plans de centrales nucléaires, qui ont travaillé avec des services de renseignement. Ce n'est évidemment pas le cas de Kémy Séba, et surtout c'est une disposition qui ne peut s'appliquer que si vous cherchez à provoquer un conflit armé, ou que vous nourrissez un conflit armé existant avec la France, ou cherchez à atteindre à son intégrité territoriale et sa souveraineté. Donc des dispositions particulièrement graves auxquelles Kémy Séba n'a évidemment pas souscrit. Et évidemment, une condition de cette infraction supplémentaire, c'est le secret. Kémy Séba n'a jamais masqué, parce que là pourtant lui a été lourdement reproché, ses actions et partenariats avec de très nombreuses forces géopolitiques qui font contrepoids à la puissance états-unienne et de façon générale, selon ces termes, à l'Occident, que ce soit le Venezuela, Cuba, la Russie et bien d'autres. Il a toujours assumé et mis en valeur ce qu'il considérait comme des partenariats géostratégiques et géopolitiques fondamentaux pour permettre l'émancipation des peuples africains et jamais pour s'asservir à une nouvelle puissance. Il avait d'ailleurs rappelé en Russie aux autorités russes, dans un discours public qui a été vu des millions de fois, en leur faisant très clairement comprendre que s'ils comptaient prendre la place de l'ancien colon, ils ne pouvaient pas compter sur lui, ni sur le peuple africain, qui lui ferait voir son sérieux. Et donc on cherche à partir de là à construire un prétexte en fait, pour détruire cet homme, le mettre à l'ombre, et probablement pour venger l'humiliation que ressentent une partie des dirigeants français suite à l'effondrement en fait de ces dispositifs france-africains qui ont longtemps alimenté, y compris financièrement, les élites
de ce pays. Robert Bourgi le rappelait encore il y a quelques jours, le fonctionnement de Malek entre les régimes alliés de la France et les élites dirigeantes françaises. Et pour avoir dénoncé cela, pour s'être opposé à cela, pour avoir contribué à s'assurer qu'il y a un changement dans un certain nombre de pays qui permettent de remettre la souveraineté africaine au devant de la scène, eh bien, il a le droit à une vengeance mesquine qui pourrait avoir des conséquences gravissimes, bien au-delà, encore une fois, de sa situation à lui, parce que, je vous rappelle, M. Sebha n'a ni commis ni incité à un quelconque acte de violence, cela ne lui est même pas reproché, et il n'a fait qu'utiliser des mots. Et si on a inventé en France des dispositions pénales pour interdire que les délits de presse fassent l'objet d'une contrainte de corps, c'est-à-dire puissent amener à un placement en détention, même en garde à vue, c'est bien parce que l'on sait très bien les conséquences que les lettres de cachet peuvent avoir sur la démocratie et sur la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, avec Kémy Sebha, on décide d'invoquer une disposition qui n'est jamais appliquée contre des citoyens, a fortiori contre des journalistes ou des intellectuels, pour le faire taire et pour l'écraser. Et donc nous sommes sur une situation qui devrait tous nous inquiéter. Alors j'ai lu beaucoup de portraits assez insupportables, d'ailleurs assez réguliers, concernant la supposée personnalité de M. Sebha, son passé et ainsi de suite. Ça a été 1000 fois détaillé, 1000 fois décrit. Surtout, ça ne doit pas vous faire masquer cette réalité. Cet homme est persécuté du fait de mots et encourt 30 ans de prison du fait de mots qu'il a utilisés. Cela pourra demain s'appliquer à n'importe lequel d'entre vous. Et surtout, ceux qui sont le plus exposés dans cette situation-là, ce sont les journalistes français qui exercent à l'étranger et qui, parce qu'ils auraient un lien avec les gouvernements français, parce que par exemple l'AFP est financé par les gouvernements français, ou parce que Le Monde a justement un certain nombre d'aides publiques et ainsi de suite, pourraient à son tour, que ce soit par représailles ou tout simplement parce que plus personne ne donne l'exemple, parce qu'on est dans un monde où désormais on peut arrêter des journalistes, des militants, des activistes du fait de leurs mots sans aucune contrainte particulière, sans aucune protection légale, eh bien ils pourraient à ce tour se retrouver exposés à cela, et ces régimes pourront invoquer des affaires comme celle de Kémy Sebha pour légitimer leur acte et mettre en œuvre ces dispositions. Kémy Sebha, par ailleurs, comme vous le savez, est titulaire d'un passeport diplomatique, parce qu'il a été nommé conseiller spécial du président du Niger, du chef d'État nigérien. Cela aurait dû lui permettre de circuler librement dans l'espace Schengen. Il était évidemment sur le territoire européen de façon légale. Il ne faisait l'objet d'aucune interdiction de territoire. Il avait obtenu son visa grâce aux autorités espagnoles dans le cadre d'un ordre de mission, d'une note verbale qui ont été transmises légalement. Et donc, il aurait dû, dans le pire des cas, même si ça m'apparaît injustifié, être déclaré persona non grata et expulsé et tout simplement renvoyé au Niger. Ça n'a pas été le cas. Évidemment, on s'assied non seulement sur les conventions de Vienne relatives aux missions spéciales, particulièrement sur ce point-là, mais également sur les usages diplomatiques qui, sur ces questions-là, sont quand même assez clairs. Lorsque un pays de l'Union européenne accueille une personne qui est dans le cadre de la mission spéciale, qui est donc une disposition spécifique des conventions de Vienne, par courtoisie, les autres États de l'Union européenne respectent évidemment les protections diplomatiques qui lui sont accordées. Ça n'a pas été le cas. On ne le revendique pas spécialement parce que, par ailleurs, M. Sebha est parfaitement innocent des faits qui lui sont reprochés. Mais par contre, on a parfaitement conscience de l'instrumentalité de cette procédure. C'est des procédures qui ne peuvent être initiées qu'avec un accord politique, que sur instruction gouvernementale. Il n'est pas à la DGSI pour rien. Et nous savons parfaitement comment la procédure judiciaire peut être orientée pour, de façon arbitraire et sans jugement, le maintenir en garde à vue, donc 96 heures, mais éventuellement derrière en détention provisoire, plusieurs années, sans jugement, sans contrôle réel de la part d'un magistrat. Et nous savons parfaitement que c'est ce jeu-là auquel jouent les autorités françaises. J'ai parlé de Kémy Sebha parce que c'est aujourd'hui la personne que je représente pour des raisons qui ont trait à la pratique simplement de notre robe. J'ai décidé de ne pas représenter à ce stade la deuxième personne qui m'avait désigné, qui a été arrêtée avec lui, qui est aussi un membre d'urgence panafricaniste et à qui sont reprochés les mêmes faits. Je n'ai pas le droit, puisque la garde à vue est encore en cours, de vous faire part de ce qui est dit, du contenu de ces échanges évidemment, et de la procédure judiciaire. Mais ces éléments que je vous transmets sont, à mon sens, suffisants pour vous permettre de vous rendre compte de la gravité de la situation, et quel que soit notre positionnement politique, idéologique, ou la perception qu'un certain nombre de médias peuvent créer du personnage et de M. Sebha, qui d'ailleurs ne correspond en rien à la réalité, inquiéter des citoyens français sur la dérive que l'on connaît depuis un certain temps en France par rapport aux libertés fondamentales
évidemment, et en particulier sur les questions africaines, sur le rapport avec le continent africain et sur notre incapacité à prendre acte de ce qu'un monde est fini et qu'un nouveau est en train de naître et qu'il s'agit maintenant d'ajuster et de cesser de faire payer ce que l'on considère être une défaite ou une humiliation à des personnes qui l'auraient causé. Il est pitoyable, et je pèse le mot, que la France fasse reposer sur Kémy Séba, sur un individu qui dirige une ONG et qui ne fait que tenir des discours, son échec géopolitique sur plusieurs dizaines de pays et un continent tout entier. Cela pose question sur l'aveuglement dans lequel les autorités, le gouvernement, mais aussi dans une certaine mesure l'administration et la diplomatie, se sont enfermés quant aux causes de ce processus et la désaffiliation et peut-être le désintérêt, voire le désamour de plus en plus prononcé que les populations, partie des populations ouest-africaines en particulier, ont à l'égard de l'État français, mais aussi de façon croissante à l'égard de la population française, parce que c'est en train de créer des tensions entre nos peuples que l'on risque de payer de très nombreuses années. Et je pense que l'arrestation de Kémy Séba va être très mal reçue chez de nombreuses personnes, en particulier sur le continent, et que le gouvernement et l'État français agissent de façon irresponsable également à l'égard des intérêts français et de leurs ressortissants. Allumer le feu de cette façon m'apparaît particulièrement dangereux. Encore une fois, quand à l'inverse, Kémy Séba a dans tous ses discours systématiquement fait la différence entre les élites françaises qu'il considère oligarchiques et le peuple français. Et ça, c'est un point fondamental parce que lui a toujours eu à cœur de tenter de maintenir un lien entre des populations. Et ce lien-là, il est en train d'être brisé et massacré par les autorités françaises. Si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition. Juste une question. Aux États-Unis, le mouvement Uhuru s'est vu accusé des mêmes chefs d'inculpation que Kémy Séba. Que pensez-vous de ce lien? Je n'ai pas d'informations sur cet élément et surtout, ce n'est pas un dossier que je représente, donc je ne peux pas me prononcer sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions d'interpellation, si vous les connaissez, de Kémy Séba? C'était quand? C'était où précisément? Est-ce que c'était violent ou pas? Le seul élément que je peux vous partager, c'est que Kémy Séba a été insulté, a été projeté contre une vitre de façon violente par une dizaine de personnes cagoulées. D'accord? Donc, M. Séba a toujours répondu à toute convocation qui lui avait été adressée par une quelconque autre autorité de justice, où que ce soit. Kémy Séba n'a jamais fui ses responsabilités dans un quelconque autre pays, et il a montré qu'il n'avait pas peur de la prison, qu'il n'avait pas peur de la justice, et qu'il assumait l'ensemble des actes qu'il commettait. Cet homme-là a été arrêté, à mon sens, de façon lâche et violente et excessive, par donc des membres de la DGSI cagoulés qui l'ont, dans la rue, violemment arrêté, puis après, évidemment, placé en garde à vue, où, en garde à vue, ses droits sont formellement respectés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de violence, à mon sens, et de ce que je sais, depuis le placement en garde à vue, en tout cas jusqu'à ce stade. En tout cas, sur les conditions de détention, ce qui m'apparaissait en effet important de vous donner ces éléments qui sont de nature à se poser des questions. Parce que M. Séba, et c'est un point qui est important d'aborder, était en France en transit, comme vous le savez, il y a des membres de sa famille qui sont restés en France. Une chose, c'est d'enlever les papiers d'une personne, une autre, c'est de l'arracher aux personnes qu'il aime et qu'il a aimées, qui comptait revoir après justement la procédure vexatoire qu'il a subie, qui comptait accompagner pour l'un d'entre eux dans des conditions sanitaires qui sont extrêmement dégradées et qu'il avait besoin du coup d'accompagner, en l'occurrence son père, c'est un point fondamental. Il avait par ailleurs, parce que c'est un élément fondamental, c'est un opposant béninois. Et c'est une question qui est fondamentale aussi dans la procédure en cours. C'est que l'hypothèse, il y a plusieurs hypothèses, mais l'hypothèse qui consiste à faire une faveur au président, au potentat béninois, Patrice Talon, qui mène une chasse aux sorcières contre ses opposants aujourd'hui et qui cherche à nettoyer complètement l'espace politique afin de se faire réélire dans des conditions qui ne seront pas justifiées et qui ne permettront pas au peuple béninois de se faire entendre. Et évidemment une hypothèse qui m'apparaît sérieuse. On sait parfaitement qu'aujourd'hui, Kémy Séba, s'il est renvoyé au Bénin dont il a la nationalité, sera immédiatement arrêté et encourra là aussi la perpétuité pour des délits politiques. Et donc cette menace-là et l'articulation de l'action des autorités françaises avec les autorités béninoises n'est pas exclue parce que la façon dont il est accusé, les crimes dont il est accusé, le crime dont il est accusé pour lequel il doit en prison, ne peut pas s'articuler juridiquement. Il n'y a pas de fondement à l'accusation qui est portée sur M. Séba. Donc la question c'est pourquoi cette menace? Est-ce que la France a décidé d'adopter les politiques poutiniennes et de prendre en otage un individu pour faire contrepoids à la situation qui touche au président Bazoum au Niger, par exemple, et pour essayer de faire chanter les autorités nigériennes? Est-ce que la France cherche à nettoyer l'espace politique béninois en lieu et place de M. Talon pour s'assurer
qu'il n'est pas un opposant lors des prochaines élections de nature à lui faire perdre cette élection? Est-ce que c'est une vengeance par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années en Afrique de l'Ouest? Est-ce que c'est une combinaison de ces facteurs? En tout cas, il y a suffisamment d'éléments à charge contre les autorités françaises aujourd'hui et très peu d'éléments à décharge parce qu'encore une fois, sans que je puisse ne rentrer sur les détails de la procédure, à ce stade, il n'y a rien qui puisse sérieusement être reproché à M. Sebag. Juridiquement parlant, quelles sont les marges de manœuvre que nous avons ici pour manifester? Je pense qu'il est très important que les autorités françaises sachent que les ressortissants français et de façon générale les opinions publiques africaines et ouest-africaines n'acceptent pas que l'on arrête l'un des leurs pour des délits d'opinion et qu'on leur fasse encourir pour ces délits d'opinion et ou de presse jusqu'à 30 ans de prison. M. Sebag porte un combat d'émancipation, il a le droit de le faire, il est légitime à le faire et il faut qu'il soit protégé tant qu'il respecte la loi, évidemment, dans cette façon d'agir. C'est 48 heures qu'il est en garde à vue pour motif d'intelligence avec une puissance étrangère et quel autre motif? Le même crime, mais cette fois pour 10 ans de prison, parce que il aurait atteint aux intérêts fondamentaux de la nation. Ce qui est en fait la même version de la première accusation, mais délavée, beaucoup plus large. En gros, sans vouloir être grossier, mais vous pissez dans une lagune et vous avez atteint à l'environnement français, donc vous pouvez être poursuivi pour ce délit, pour ce crime. Évidemment, c'est pas dans ces cadres-là que c'est appliqué, mais le champ d'application de cette deuxième incrimination est tellement large, atteinte à l'environnement, aux moyens de la diplomatie à la France française, à la souveraineté, que, en fait, à ce stade-là de la procédure, et dans un pays où les procédures judiciaires font l'objet de pressions politiques toujours croissantes et d'un suivisme parfois de la part des parquetiers de plus en plus importants, ça peut permettre, en fait, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, de tenir quelqu'un dans les raies de l'appareil judiciaire de façon injustifiée. Donc je ne peux pas rentrer sur le contenu de la garde à vue, mais il n'y a rien dans ce qui a été énoncé, la seule chose qu'on peut dire dans le cadre de cette procédure, qui ne soit pas publiquement connu, discuté. Il n'y a aucun élément, entre guillemets, caché des activités de Kémy Sebag qui serait en train de ressurgir. Tout ce sur quoi il est interrogé est dans l'espace public, revendiqué et assumé par M. Sebag lui-même. Donc à partir de là, je pourrais vous en dire plus une fois qu'on aura la garde à vue. Est-ce que le Niger a essayé de l'aider comme représentant spécial du Je vous renvoie aux autorités nigériennes sur ce point. Je ne sais pas s'ils ont apporté une aide. Je respecte la souveraineté des autorités nigériennes et c'est à elles de décider si elles le souhaitent de s'exprimer publiquement, quand elles le souhaiteront, ou de faire les démarches qu'elles le souhaitent. Vous l'avez vu, Kémy Sebag? Je l'accompagne évidemment au cours de la garde à vue depuis le début, sur les interventions obligatoires, et j'essaie de l'accompagner dans cette situation. Il est serein parce que c'est pas la première fois qu'il fait l'objet d'une arrestation ou d'une privation de liberté arbitraire. Il sait parfaitement, il y a justement aussi une stratégie de transparence parce qu'il sait très bien que le secret ne peut aller qu'à son détriment. Donc depuis le début, il a toujours assumé l'ensemble des choses qu'il faisait dans le but de ne pas se retrouver dans une situation où on pourrait prétendre qu'il aurait comploté, parce que l'intelligence avec l'ennemi, je vous rappelle, l'un des critères fondamentaux, c'est le secret. Or, Kémy Sebag n'a rien fait de secret. À aucun moment, il n'y a, en tout cas à ce stade de la procédure, et on est à un stade suffisamment avancé pour penser qu'il n'y aura pas de doute à cet égard, il n'a, ne serait-ce que de par ce simple critère, l'infraction ne pourrait être retenue. Est-ce que l'ennemi sera défini? Déjà, cette ennemi, c'est large. Est-ce qu'un pays sera désigné? Là, on rentre dans le contenu de la garde à vue et je pourrais vous répondre dès qu'on... C'est à l'issue de la garde à vue, c'est ça? Oui, mais comme vous le savez, à la DGSI, on a posé beaucoup de questions sur vos opinions politiques, sur vos orientations idéologiques, sur vos amis. Le spectre est large, en fait. Ça peut aller des Antilles à la Calédonie, à la Russie. Ils essayent de... Et puis, c'est le propre de quelqu'un qui est engagé pour la cause noire partout dans le monde. Donc à partir de là, on peut frapper sur l'ensemble, comme vous dites, sur un spectre qui peut traverser 5 continents. En fait, parce que Kémy Sebag, et vous le savez, mais les personnes qui l'écoutent ne le savent pas, a toujours eu cœur de créer le lien entre les populations noires et afrodescendantes partout dans le monde, en fait, et de s'assurer, parce qu'il y a une similarité de conditions dans beaucoup de continents et dans beaucoup d'États et de régions. Et son interpellation, c'est pas accompagné d'une perquisition Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais vous imaginez bien que quand on accuse quelqu'un d'un crime pour lequel on lui fait encourir 30 ans de prison, c'est le double d'un viol, plus que la plupart des procédures terroristes, y compris pour des actes particulièrement graves auxquels on est confronté. Je veux dire, on est sur l'échelle maximale, à l'exception de la perpétuité, de la chaîne pénale française. On est dans une situation, et par ailleurs sur un crime qui n'est quasiment jamais mobilisé, et quand il l'est pour, encore une fois, pour des militaires, des hauts fonctionnaires, des personnes qui ont soit trahi, soit espionné,
en intelligence, donc, comme le terme existe, avec une puissance étrangère. Kémy Séba n'était ni en position d'espionner, comme vous l'imaginez bien, il n'avait pas de complicité active au sein de l'État français, ni d'accès à ses archives, et il n'était pas en mesure de trahir dès lors que tout ce qu'il fait a été toujours assumé publiquement. Et c'est là où en fait l'articulation entre trahison et secret est fondamentale. Pour trahir, il faut avoir caché quelque chose. Il faut masquer en fait. Et en l'occurrence, par ailleurs, il n'y a ni trahison, ni évidemment ni masque. Et donc vous confirmez bien l'exceptionnalité en fait du fait que ce soit un citoyen, un individu. Bien sûr, on n'est pas du tout, et on n'est même pas dans les procédures qui ont été intentées jusqu'ici contre Kémy Séba dans plusieurs pays ou même en France. On est sur quelque chose qui change complètement de dimension et pas que pour Kémy Séba. Encore une fois, ce qui est en train d'arriver à M. Séba est quelque chose qu'on a connu dans un certain nombre de dictatures qui pousse le curseur de l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire très très loin. C'est très rare. C'est très rare. Ça m'est arrivé au Sénégal quand j'étais arrêté par Macky Sall, j'encourais la perpétuité, ainsi qu'à tous les opposants que je défendais. Mais c'est dans des situations de crise particulièrement lourdes, dans des régimes qui eux-mêmes sont en train de passer du côté des dictatures, des régimes autoritaires, que l'on se retrouve dans des circonstances comme celle-ci. Comment voulez-vous que l'on s'adresse à la Russie pour essayer de faire libérer des prisonniers politiques détenus là-bas sur le fondement d'être agents d'étrangers, d'être et ainsi de suite? Pourquoi? Parce qu'ils participaient à une ONG, parce qu'ils travaillaient avec des médias. Si nous-mêmes commençons à reproduire aujourd'hui ces mêmes dérives, on est sur une situation qui risque de nuire aux intérêts fondamentaux de la nation, mais pas pour les raisons que la DGSI invoque aujourd'hui, à mon sens. C'est la première fois qu'il est arrêté par la DGSI. Depuis que je représente les bien sûr. Ça fait plusieurs années, donc en gros, depuis la fondation de l'ONG Urgence panafricaniste, et je pense qu'auparavant il n'avait jamais eu affaire avec la DGSI, c'est la première fois qu'il était arrêté avec la DGSI, qu'il était suivi au titre du renseignement par les services, par le renseignement à la DGSI, ainsi de suite, c'est fort probable, c'est sûr. Mais en tout cas, qu'on judiciarise et qu'on le mette dans les géoles, et qu'on... ça c'est une... Et on n'a pas pris la parole, et on prend la parole, et c'est très important de le préciser, parce que des fuites sont intervenues, probablement pour le délégitimer, et qu'on est obligé, dans ces circonstances, d'essayer en fait, de clarifier un certain nombre de points, et encore une fois, de ne pas relativiser. Ce n'est pas une petite mesure ponctuelle, comme malheureusement on a commencé à s'y habituer en France ces dernières années avec des gardes à vue arbitraires et ainsi de suite, que ce soit pendant les mouvements sociaux ou ailleurs. On est sur une situation de criminalisation particulièrement lourde et inédite, à mon sens en France, d'un opposant politique, d'un intellectuel et d'un activiste. Dans le cas où nous souhaitons organiser les manifestations devant la DGSI, est-ce que ça les dessert ou pas? Je pense que vous aurez du mal à avoir un regard du régime actuel sur ces questions. En France, l'autorisation, je pense que si vous le faites à une distance raisonnable comme ici, ce serait légitime et ça appartiendra évidemment à chacun d'entre nous de décider si c'est pertinent de le faire ou pas. Là, je ne peux pas, en tant qu'avocat, me prononcer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans les circonstances actuelles, et de façon générale, il est important, encore une fois, non pas par positionnement idéologique, mais par attachement à un certain nombre de principes et de règles, de fixer des limites à ce que l'État peut faire et de la direction qu'il peut prendre. Et en l'occurrence, je pense qu'on a touché cette limite aujourd'hui. Il y a une précision sur le communiqué d'urgence panafricaniste, ils disent qu'il est rentré avec un visa. J'ai pas lu le communiqué d'urgence panafricaniste. Le visa D. Est-ce qu'il y a un passeport diplomatique? Non, je reprécise à nouveau, passeport diplomatique avec note verbale et hors de mission, qui nous permet d'obtenir un visa Schengen normal, une autorisation de circuler sur l'espace Schengen pendant une durée déterminée. On était dans cette durée. Les activités qui étaient prévues dans l'ordre de mission étaient couvertes. C'était des activités publiques, c'était des conférences, il n'y avait pas de faux semblants ou quoi que ce soit, c'était très clair. Il devait par ailleurs rencontrer des opposants béninois, c'est le point que je n'ai pas abordé jusqu'ici, pour justement réfléchir à une situation qui est en train de se dégrader, avec en deux mots au Bénin, des régimes frontaliers de la France, qui a créé une instance qui s'appelle la CRIET il y a quelques années, qui permet d'enfermer jusqu'à 30 ans de prison et plus des opposants politiques sur demande du président. Et donc on est face à une situation de violation systématique des droits fondamentaux dans ces territoires, qui force en fait des personnes à se connecter, à se voir pour essayer de voir comment s'opposer démocratiquement et pacifiquement à cette politique. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, pour finir, Kémy Séba, dans tous ses discours, a prôné la non-violence de façon explicite. Aucune de ces organisations n'a jamais commis la moindre violence. Aucune, et je dis bien, aucun événement qu'il a organisé ou auquel il a participé n'a jamais dérapé ou produit des conséquences matérielles ou a fortiori humaines à l'égard de qui que ce soit. Et donc, M. Séba et ses livres et ses discours sont transparents. C'est des livres d'intellectuels qui sont profonds, qui essaient d'analyser géopolitiquement, idéologiquement, évidemment, philosophiquement, la condition noire et les conditions de son émancipation à l'avenir. Il n'y a pas du tout, depuis la création de l'urgence panafricaniste, et en tout cas, et c'est le dernier point, peut-être que je vais donner sur la procédure,
sur la période de prévention, le moindre, c'est même pas la moindre poursuite judiciaire pour un de ces faits. Il n'a jamais été poursuivi en France pour provocation à la commission de crime ou délit, pour appel à pour diffamation, pour injure, pour une quelconque mot. Et pourtant, paradoxalement, on le poursuit pour intelligence avec des puissances étrangères ou assimilées, en vue de susciter des hostilités ou des agressions contre la France. C'est l'article 411.4, article 411.4 et 5 ah oui, c'est à partir de 2017. Excusez-moi, vous êtes aussi l'avocat d'Éric Djouti ou pas? Donc on a déjà répondu à cette question, je pense qu'ils pourront vous dire non. Ouais. Et donc c'est pas la garde à vue, c'est prévu pour aujourd'hui? Non, il y aura, ça peut être prolongé jusqu'à 16h. La discussion sur la prolongation elle après c'est présentation des juges et donc les échéances potentielles, c'est l'abandon des poursuites est théoriquement possible. Je me doute qu'on ait fait autant d'efforts pour faire ce qui serait possible aussi pour faire le spectacle et ainsi de suite. Mais le plus probable est que l'intention, non pas du parquet, parce qu'on sait en ces circonstances que c'est le gouvernement qui décide, c'est de le déférer et la question se posera donc devant un juge d'instruction et la question se poserait à ce moment-là, donc soit maintenant, soit dans 24 heures, soit dans 48 heures, selon la décision qui sera prise, de placer sous détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou libre, selon les circonstances, en ayant mis en examen ou placé sous contrôle judiciaire s'il est présenté devant un juge d'instruction. En sachant qu'en matière criminelle, l'affaire ne peut pas être amenée devant un tribunal correctionnel, ne peut pas être jugée immédiatement. L'instruction est obligatoire. Donc s'il décide de poursuivre, un juge d'instruction devrait être désigné. En état des éléments que vous avez, pensez que c'est plutôt un dossier politique? Est-ce que vous avez des instructions? Vous pensez que c'est strictement politique? Avec volumisé, comme ça? Ce genre d'affaires, avec des implications géopolitiques, géostratégiques, avec aussi des implications par rapport à la perception des autorités françaises à l'étranger, par rapport à la sécurité des ressortissants, par rapport aux intérêts français, à la fois militaires, économiques, ainsi de suite, ne se prennent qu'à l'initiative ou en informant de façon très suivie les plus hautes autorités, en l'occurrence non seulement le gouvernement, mais aussi l'Élysée. Ça, c'est évident. Par ailleurs, ces infractions spécifiques ont cette particularité qui les implique en fait le gouvernement nécessairement, parce que c'est le parquet qui va agir sur ces îles. Ça va pas être, il n'y a pas de poursuite d'initiative. D'ailleurs, elle n'arrive que très rarement de ce fait-là. Parce que, alors que ça n'a rien à voir avec Kémy Séba, mais vous le savez comme moi, en général, les affaires d'espionnage, parce que en fait, ce sont les articles qui sont utilisés pour normalement les affaires d'espionnage. Et les affaires d'espionnage ou de trahison et compagnie se règlent par l'expulsion des personnels diplomatiques qui sont dans les ambassades ou qui ont fait l'objet d'espionnage, par des négociations bilatérales et ainsi de suite, ou en ce qui concerne la trahison, donc en fait des hauts fonctionnaires, pour le coup, soit discrètement, soit par une criminalisation, mais qui est initiée par l'autorité évidemment qui a souffert de l'acte de trahison. Là, on est dans un contexte inédit où on utilise ces dispositions contre quelqu'un dont, dès l'origine, ces dispositions n'ont pas été pensées pour cette affaire-là, pour ces situations-là. Elles n'ont pas été pensées pour être utilisées contre des opposants politiques. Et théoriquement, elles auraient dû être rédigées, et elles le sont en théorie, on va voir comment ils vont essayer de glisser l'interprétation pour quand même tenter de l'arracher, pour ne pas être applicables en espèces. Et je vous donnerai plus de détails vraiment dans 48 heures, parce qu'à ce moment-là, je pourrais discuter du fond d'affaires, et je peux vous dire que ça va... Enfin, il y a suffisamment d'exemples d'affaires qui auraient pu être parfaitement judiciarisées, bien plus graves, concernant un nombre conséquent d'individus en France, qui ne le sont pas parce que ce n'est pas fait, je le répète, j'insiste, ces dispositions légales ne sont pas faites pour ce genre de situation. Et donc, il y a un détournement de la procédure judiciaire, une instrumentalisation de la procédure judiciaire qui m'apparaît flagrante à ce stade. Monsieur Branco, dites-nous, nous, Africains et Afro-descendants, comment pouvons-nous juridiquement... Je n'ai pas d'instruction. Comment pouvons-nous juridiquement porter plainte contre la France pour qu'elle arrête de traumatiser, d'agresser, de violenter, de stresser les leaders panafricains et les Africains qui osent dire « nous voulons notre souveraineté, nous voulons vivre libre ». Donnez-nous un conseil, juridiquement, comment nous pouvons articuler cette histoire pour que la France entende et arrête de nous pourchasser, de nous tuer, de nous traumatiser. Et comment pouvons-nous faire? Un conseil, sans facture. On va finir là-dessus. Moi, à ce stade, j'ai un homme à défendre, un homme qui encourt 30 ans de prison, un homme à libérer, et c'est à chacun, suivant ses orientations idéologiques, selon sa capacité, de faire le nécessaire pour s'assurer que ces situations ne se reproduisent pas, et que de façon générale, personne ne puisse craindre. Parce que c'est évidemment le dernier effet qu'on cherche à générer, c'est la crainte, c'est l'intimidation, ça avait déjà été le cas avec le processus de retrait de nationalité. Pour l'anecdote, j'ai fait l'objet de procédures disciplinaires, j'ai fait l'objet de procédures du barreau de Paris pour avoir défendu Kémy Séba
dans cette procédure-là, parce qu'on considère que la comparaison de cette disposition avec d'autres événements de l'histoire n'était pas correcte, c'est inédit. Vous savez, les avocats ont le droit à l'immunité dans les écritures, c'est quand même un principe fondamental, parce qu'à partir de là, s'ils restreignent leurs droits. Et donc en fait, cette procédure a été initiée sur demande directe du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Donc ça vous permet peut-être de répondre de façon contournée à la question de savoir quel est le niveau d'implication des autorités. Si le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur fait poursuivre l'avocat de Kémy Séba, vous pouvez imaginer à quel niveau Kémy Séba est suivi dans le cadre actuel. Je vous remercie. J'ai une question, vous avez dit que ça a commencé, ça a reproché à 2017. C'est la création de l'urgence. Non, il crée des préventions larges pour, vous voyez, comme en plus ils sont en matière criminelle, ils pourraient le faire sur 30 ans, ils essayent de frapper le plus large possible pour après resserrer sur ce qui les intéresse. Je ne peux pas vous dire plus sur le contenu, encore une fois, à ce stade. Je vous laisse, c'est un inventeur à personne. Dans quelque chose, je ne sais plus quelle était la je suis désolé. Ça veut dire que la France, les droits de l'homme, les droits de l'homme, les libertés d'expression, les ceci, cela, maintenant, elle change ses lois, elle changeait ses lois, pour ensuite arrêter les Africains. Il y a un détournement, il y a un détournement et une interprétation volontairement excessive de la loi existante, afin que quand on ressuscite une procédure et une disposition qui n'a pas été appliquée depuis 60 ans, et qui n'avait été appliquée que quelques fois, et dans des cadres vraiment très, très restreints, c'est qu'on est en train de chercher, de fouiller dans le moindre espace possible les instruments pour mettre en difficulté. Et ça me permet de rajouter un dernier point. Le retrait de nationalité n'était pas une fin. C'était un moyen parce qu'elle a été initiée selon la documentation qui nous avait été transmise à l'initiative des services de renseignement de la DGSE spécifiquement. Pourquoi la DGSE cherche à faire retirer sa nationalité à un individu, à un franco-béninois en l'occurrence? Parce qu'elle cherche à mettre en œuvre des mesures qu'elle ne pourrait pas mettre en œuvre contre un citoyen français. Je vous laisse deviner lesquelles. Merci beaucoup. Alors, pour rappel, le 14 octobre 2024, le militant panafricain Kémy Séba a été arrêté à Paris par la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. Cette arrestation soulève de nombreuses questions sur les motifs et les conséquences potentielles pour cet activiste controversé, entre griffes. Alors, les raisons avancées par les autorités françaises, bien que les motifs officiels n'étaient pas encore communiqués, plusieurs raisons pourraient également expliquer ça, mis à part ce que l'avocat a dit. On a l'incitation à la haine raciale, puisque Kémy Séba a été condamné à plusieurs reprises en France pour ce motif-là. Ensuite, accusation d'être un relais de la propagande russe. Bien évidemment, quand tu n'es pas dans leur sens, tu es forcément accompagné par les Russes. Et également, la présence illégale, entre griffes, sur le territoire français. Ayant perdu sa nationalité française en juillet 2024, son entrée en France pourrait être considérée comme illégale. Mais pour ça, je ne suis totalement pas d'accord parce que le monsieur, il est rentré avec un passeport diplomatique. Il a eu le visa Schengen, donc ce qui lui permet de pouvoir tourner en Europe. Donc je pense que Kémy Séba n'est pas quand même bête ou con, entre griffes, pour rentrer en France en toute illégalité. Vous comprenez? Donc du coup, il sait très bien qu'il faut rentrer en toute légalité. Quelqu'un qui voyage beaucoup, il ne va pas rentrer sans avoir l'autorisation de rentrer en France. Donc, je sais pas, je comprends pas trop. On verra cette affaire-là où ça va nous mener. Mais voilà. Poursuivi pour espionnage et trahison en France, Kémy Séba risque 30 ans de prison. Regardez dans les locaux de la DGSI à Paris, sa garde à vue pourrait être prolongée de 96 heures avant qu'il ne soit présenté au juge. Donc, du coup, il aura cette peine de prison s'il est reconnu coupable et s'il y a de nouveaux délits sur le sol français. Alors, forcément, il aura une interdiction de séjourner en France. Ça, c'est ce qui va forcément limiter limiter considérablement ses activités en Europe. Et ils vont forcément renforcer sa surveillance parce que les autorités françaises pourraient accroître leur vigilance à son égard. Mais, les chers amis, en vrai, on veut tout simplement stopper Kémy Séba dans son combat. Il n'y a rien à dire. Je ne veux vraiment pas faire de débat avec qui que ce soit. Kémy Séba avait d'ailleurs annoncé être candidat aux prochaines élections au Bénin. Je dis ça, je dis rien. Je vous laisse réagir en commentaire et me dire ce que vous pensez de ces accusations. Alors, pour moi, pour finir, cette arrestation marque un nouveau chapitre dans les relations tumultueuses entre le militant panafricain et les autorités françaises. Et pas que le militant, mais certains pays africains. Je vous laisse réagir en commentaire par rapport à ce que j'ai dit. Partagez au maximum et abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Car sur ma chaîne, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Ce sont mes principaux sujets. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, du coup, il aura cette peine de prison s'il est reconnu coupable et s'il y a de nouveaux délits sur le sol français. Alors, forcément, il aura une interdiction de séjourner en France. Ça, c'est ce qui va forcément limiter limiter considérablement ses activités en Europe. Et ils vont forcément renforcer
sa surveillance parce que les autorités françaises pourraient accroître leur vigilance à son égard. Mais les chers amis, en vrai, on veut tout simplement stopper Kémy Séba dans son combat. Il n'y a rien à dire. Je ne veux vraiment pas faire de débat avec qui que ce soit. Kémy Séba avait d'ailleurs annoncé être candidat aux prochaines élections au Bénin. Je dis ça, je dis rien. Je vous laisse réagir en commentaire et me dire ce que vous pensez de ces accusations. Alors pour moi, pour finir, cette arrestation marque un nouveau chapitre dans les relations tumultueuses entre le militant panafricain et les autorités françaises. Et pas que le militant, mais certains pays africains. Et les développements de cette affaire seront cruciaux pour comprendre, pour comprendre l'avenir de ces activités. Alors, le développement de cette affaire, les développements de cette affaire seront cruciaux pour comprendre l'avenir de ces activités et l'attitude de la France envers les mouvements panafricains critiques de sa politique en Afrique. Alors, je vous laisse réagir en commentaire par rapport à ce que j'ai dit, partagez au maximum et abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, car sur ma chaîne, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Ce sont mes principaux sujets. Alors, on se dit à la prochaine pour un nouveau sujet.